Bonjour, vous êtes militant et porte-parole pour Nathalie Arthaud, qui est la candidate de lutte ouvrière à la présidentielle. Merci d'avoir accepté cette rencontre pour Sorbonne, le journal étudiant. Merci à vous. C'est gentil. Pour commencer, une petite présentation s'impose. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous et de votre rôle dans la campagne de Nathalie Arthaud? Oui, donc moi je suis enseignant-chercheur et en effet je participe à la campagne de Nathalie Arthaud pour faire entendre le camp des travailleurs dans l'élection présidentielle. Euh, voilà, comme beaucoup d'autres militants, comme des jeunes qui défendent ces idées-là autour d'eux, comme des travailleurs qui défendent ces idées-là dans les entreprises, et comme les porte-paroles qui ont l'occasion, rarement, mais un petit peu plus quand même en ce moment, de défendre aussi ces idées-là dans les médias. Justement, en parlant des jeunes, quelle image pensez-vous que les étudiants ont de lutte ouvrière et de la candidate Nathalie Arthaud? Ah ben ça, j'imagine que vous allez me le montrer dans un instant, donc vous allez me montrer un petit échantillon. Ce que j'espère surtout, c'est que euh, ils entendent un peu un autre son de cloche sur la société, sur son fonctionnement, sur l'avenir de la société, que ce qu'ils entendent en permanence dans les médias, même dans l'éducation, et qu'ils en retiennent les idées de fond. Artaud, lutte ouvrière. Prof d'économie. Je crois qu'elle est trotskiste, non? Trotskiste. Je sais pas, je connais pas. C'est défense ouvrière. Communiste. Je connais pas. Old school, cause Ah, ça me dit louable, peut-être pas forcément adaptée à toutes les mutations qu'a connu l'emploi aujourd'hui, mais je comprends son combat. Pas pragmatique. Intéressante. Sympathique. En un mot, ça va être difficile. Il y a beaucoup de franchise dans ce qu'elle dit, mais peut-être que ses propositions sont peut-être irréalisables. Idéalistes, voilà. Une réaction? Oui, bah, un certain nombre ne connaissent pas, ce qui n'est pas surprenant parce que on n'a pas les mêmes moyens que d'autres courants politiques de se faire connaître largement. Trouvent des qualités sympathiques, sincères, etc. C'est vrai. Et ils ont raison de remarquer ça. Maintenant, ce qui est le plus comment dire, important, c'est ceux qui ont compris, par exemple, qu'elle était communiste. Surtout s'ils ont compris ce que ça voulait dire comme projet pour la société, comme projet pour l'avenir. C'est ça qu'on a envie c'est ça qu'on aurait envie de discuter et de faire passer. Vous l'avez dit juste avant, Lutte ouvrière, c'est une organisation communiste. Qu'est-ce que c'est le communisme à l'heure actuelle pour vous? Mais c'est une façon de mettre fin déjà au capitalisme. Et le capitalisme, c'est une société où une toute petite minorité de l'humanité possède les ressources naturelles, les terres, les entreprises, les moyens de communication, les moyens de production, possède à titre personnel l'économie et fait fonctionner tout ça pour son profit. Et ça conduit à tout un tas d'aberrations. Et il y a plein de choses qui seraient possibles dans la société. Et quand on fait des études scientifiques ou autres, on sait que il y a des possibilités techniques extraordinaires aujourd'hui et que la science avance tous les jours, qu'on découvre des choses sur notre passé, sur nos origines, qu'on découvre des choses sur la matière, sur la façon sur les lois de la physique, qu'on découvre de nouveaux matériaux, qu'on découvre de nouvelles techniques, on aurait les moyens techniques de résoudre beaucoup de choses dans la société, qu'on découvre des moyens, qu'on comprend mieux le rôle de l'homme dans la nature et comment on pourrait remédier aux problèmes écologiques. Il y a énormément de possibilités techniques qui s'ouvrent à nous, et ce qui fait blocage au fait de les utiliser pour le bénéfice de tout le monde, c'est la propriété privée des ressources naturelles, des moyens de production. Et le communisme, c'est mettre fin à ça, mettre fin à cette propriété privée. Ça veut dire mettre en commun, c'est de là que ça vient communisme, c'est mettre en commun les ressources naturelles, les moyens de production et les gérer démocratiquement. Au-delà de cette idée de mise en commun, quand on pense communisme, on pense souvent aussi avec l'idée de révolution. Est-ce que vous vous considérez comme révolutionnaire? Ben, en effet, pour mettre en commun ces moyens-là, alors que pour l'instant ils ne le sont pas, pour l'instant ils appartiennent à quelques personnes, il y a régulièrement des études qui montrent que quelques dizaines de familles dans le monde possèdent plus de la moitié des richesses du monde. Donc ces personnes-là, il va falloir leur prendre ces moyens-là.
si on veut les mettre en commun, si on veut les faire fonctionner démocratiquement. Pour l'instant, c'est à eux, ils exercent leur dictature là-dessus. Il va falloir mettre fin à ça. Et ça, c'est ça une révolution. Et parce que pour mettre fin à ça, ça ne pourra pas venir d'en haut une personne ou quelques personnes qui vont, en signant un papier, mettre fin à ce pouvoir de ces gens-là. Ça veut dire une mobilisation massive de millions de gens qui vont vouloir s'approprier l'économie, qui vont vouloir s'approprier la direction de la société pour la faire fonctionner de façon démocratique. C'est ça une révolution. Lutte ouvrière, comme son nom l'indique, c'est le parti des ouvriers, de la classe ouvrière, des travailleurs et du prolétariat. Du coup, les jeunes ont un peu plus de mal à s'identifier à ce parti parce qu'il y a un grand écart entre la classe ouvrière et les étudiants. Comment, vous, en tant que militant, vous arrivez à intéresser les jeunes à vos combats, à vos luttes et à ce parti ? Vous savez, quand on dit les jeunes, ça recouvre une réalité sociale très diverse, très variée, même si on dit les étudiants. Nous, on a en effet un programme de lutte, mais à ce que j'ai compris, les jeunes Fillon, ils n'avaient pas eu tellement besoin de beaucoup lutter pour avoir une vie confortable, si j'ai bien compris. Et là, je parle des politiciens, mais qui sont que les espèces de larbins de luxe des grands capitalistes. Mais la jeunesse dorée, celle qui naît multimillionnaire, qui font leur soirée jet set, là je ne sais plus comment ça s'appelle, leur rallye là où les parents veulent que les enfants se reproduisent entre eux là. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que la grande masse des étudiants et surtout que ceux qui viennent de milieux populaires. L'idée de révolution et de refonder la société pour donner plus de droits au prolétariat attire beaucoup de jeunes, mais le mot communiste fait parfois encore un petit peu peur parce que c'est quand même très lié historiquement aux figures comme Lénine, Staline ou Mao. Le communisme 2.0, qu'est-ce que c'est ? Le communisme, la révolution russe, ça a été un moment où justement, un des rares moments dans l'histoire, où des masses de gens ont cherché à mettre fin à une société complètement barbare dans laquelle ils vivaient, qui était la société tsariste de monarchie absolue de droit divin, qui était la guerre mondiale et la boucherie que c'était, qui était la misère pour la plupart des gens et l'enrichissement d'une petite minorité. Et donc nous, on est solidaires de ça. Et quel que soit ce qui s'est passé après, le fait que les gens se soient battus à ce moment-là, ça a vraiment, on s'en revendique. Maintenant, c'est certain que le stalinisme ensuite, bien sûr, ça a beaucoup fait de tort aux idées communistes. Mais justement, nous, on fait partie du courant qui a toujours dénoncé le stalinisme, qui s'est toujours battu contre cette dictature qui s'était imposée contre la population en Russie. Et donc, on n'a pas, notre courant, contrairement à bien d'autres, n'a pas à rougir de ce qu'on a dit dans le passé. On est fiers de tout ce qu'on a pu dire depuis cette époque-là, parce qu'on n'a jamais cautionné ces régimes monstrueux qui étaient le stalinisme, le maoïsme, etc. Nous, on fait une campagne derrière un programme de lutte pour le monde du travail, parce qu'on pense que c'est par ces luttes-là que la société elle pourra s'améliorer. Et donc on propose un certain nombre d'objectifs, on va sûrement en rediscuter ensuite, pour mettre fin au chômage en répartissant le travail, pour augmenter les revenus de tout le monde en disant que personne ne doit avoir moins de 1 800 € pour vivre, en disant qu'il faut que les travailleurs puissent contrôler l'argent et le fonctionnement des entreprises. C'est là-dessus qu'on fait campagne. Maintenant, parlons un peu d'information et de communication. On observe que Lutte ouvrière n'est pas très actif sur les réseaux sociaux, qui sont pourtant le moyen d'information principal des jeunes aujourd'hui. Quelles sont selon vous les méthodes et les outils pour faire connaître votre parti à la population ainsi qu'aux jeunes, enfin plus précisément aux jeunes? On est moins présent sur les réseaux sociaux, on est moins présent en fait un peu partout, on est moins présent dans tous les médias. Et à la fois, pour des raisons dont on a discuté, mais
Aussi parce qu'on est un courant minoritaire et qu'on est une petite organisation. On défend nos idées avec les moyens qu'on a. Et si c'est pas par choix qu'on est moins présent, figurez-vous. Et donc, que ça soit dans les grands médias, dans les petits médias, sur les réseaux sociaux, partout, quand on a la possibilité de s'exprimer, on le fait. Et si certains veulent nous aider à le faire, ils sont les bienvenus. Et le plus important, c'est que, quelles que soient les conditions, on défend nos idées autour de nous. Et que dans les universités, notamment les universités parisiennes dans lesquelles on fait partie des très rares groupes politiques qui militent en permanence, qui discutent, qui vendent des journaux, pas seulement pendant les élections, mais pendant tout le reste de l'année. Vous l'avez peut-être remarqué. On va parler d'éducation et du programme d'Artaud en plus particulier. Justement, sur le domaine de l'éducation, donc Nathalie Artaud est professeure d'économie et de gestion dans un lycée d'Aubervilliers. Et l'éducation revêt une place importante dans son programme. Selon vous, quelles sont les mesures phares à appliquer pour réformer l'éducation nationale en France ? Alors déjà, je veux juste faire une remarque par rapport à cette idée de quelles sont les mesures, etc., pour faire comprendre notre démarche. Notre démarche dans ces élections, c'est pas d'avoir un catalogue de mesures où on dit aux gens votez pour nous et on va appliquer ceci, cela, les mesures 1, 2, 3, 4, etc. Ça, c'est la démarche de presque tous les candidats qui essayent d'avoir des mesures dont ils espèrent que ça va leur apporter des voix. Et donc, ils disent aux jeunes, je vais vous donner ceci, aux vieux, je vais vous donner cela, à telle catégorie, je vais vous donner ceci, etc. Bon, et ça, c'est ce qui se passe depuis pas mal d'élections, où les gens, au final, sont bien déçus, parce que les mesures proposées soient appliquées ou pas, la situation, elle se détériore. Alors, le problème de l'éducation, c'est pas tellement de trouver la bonne idée de la bonne mesure. Il y a plein de gens qui ont des bonnes idées sur les mesures qu'il faut prendre. Il y a des choses qui sont évidentes, comme plus d'enseignants, moins d'élèves par classe. Il y a une réflexion qu'il faudra avoir sur les programmes. Bon. Mais ce qui bloque, c'est pas tellement le fait de savoir ça, plus ou moins tout le monde le sait. Ce qui bloque, c'est de ne pas avoir l'argent. Et ça, c'est là qu'il est le problème. C'est que depuis des décennies, de l'argent qui pourrait être utilisé pour l'éducation est utilisé pour enrichir les milliardaires. Parce qu'à coup de dizaines de milliards, tous les gouvernements, de droite, de gauche, tous ceux qui avaient dit pendant les campagnes l'éducation c'est ma priorité, on va faire ceci, cela pour l'école, on va faire des grandes mesures sur les contenus, sur les rythmes, sur ceci, cela. Au final, la situation, elle ne s'est pas améliorée. Et dans un certain nombre d'endroits, elle s'est même dégradée. Pourquoi ? Par manque de moyens, par manque de personnel, par manque de profs. Et parce que l'argent qui pourrait servir à améliorer les choses, il n'est pas utilisé pour ça. Et il ne le sera pas non plus à l'avenir, quel que soit celui qui soit élu, s'il n'y a pas des luttes collectives qui imposent que l'argent soit utilisé pour ça. Et donc, nous, ce qu'on a envie de dire en priorité, c'est que si on veut que la situation s'améliore dans l'éducation, il faudra imposer par des luttes contre le prochain gouvernement que de l'argent en grande quantité soit mis dans l'éducation au lieu d'être déversé à fond perdu pour soutenir les profits des entreprises. On a l'impression que le libéralisme est la seule option, la seule vision d'avenir qui se démarque à l'horizon en France. Pourquoi, à votre avis, une vision opposée, celle que vous soutenez avec Lutte ouvrière, n'a-t-elle pas lieu en France ? Si des gens sont d'accord avec vous, pourquoi c'est le libéralisme qui prime à chaque fois ? Mais ce qui prime à chaque fois, c'est la défense des intérêts des grands capitalistes. Quel que soit, alors on peut voter à droite, à gauche, à chaque fois c'est ça qui prime. Et en effet, on peut se demander pourquoi. Puisqu'on nous dit dans les élections, vous allez décider, c'est la démocratie, et donc vous allez décider de la politique en votant pour un président, en votant pour des députés. Puis alors au final on vote, puis au final c'est toujours la même politique qui est menée. Mais la raison de fond, c'est que ceux qui ont le pouvoir dans la société, c'est pas le président, c'est pas les députés. Ceux qui ont le pouvoir, c'est les grands capitalistes, qui contrôlent l'économie, qui contrôlent les grandes entreprises, qui contrôlent les capitaux, qui contrôlent l'État.
Parce que l'État, c'est pas seulement un président et des députés, c'est des milliers et des milliers de hauts fonctionnaires qui organisent les choses et qui ont été mis en place et qui sont liés par plein d'aspects au grand capital. Et puis l'État, il est en déficit permanent et il est alimenté par les grands capitalistes, en échange que la politique qui soit menée soit celle qui soit conforme à leur volonté. Donc les élections, c'est une bonne chose dans la mesure où ça permet de s'exprimer, et c'est pour ça qu'on est candidat et qu'on tient à ce que les gens puissent s'exprimer dans les élections, mais en même temps, c'est un peu un espèce de cinéma, un cinéma où on fait croire aux gens, où il y a des beaux acteurs là. Alors il y en a qui sont trouvés meilleurs que d'autres, ils n'ont pas tout à fait le même style, mais c'est des bons acteurs qui nous font croire que les élections vont changer la politique qui va être menée, alors que derrière la réalité, c'est que ceux qui ont le pouvoir, ce ne sera pas eux. Ceux qui ont le pouvoir, c'est les grands capitalistes. Et c'est ça la raison pour laquelle la politique est toujours la même qui est menée, et qu'on a l'impression que ça va continuer comme ça éternellement. Parce que ça va continuer comme ça éternellement, tant qu'on ne se sera pas attaqué au pouvoir de ces grands capitalistes, de ces grands milliardaires. C'est une réponse qui revient souvent dans le discours des membres de Lutte ouvrière et de Nathalie Arthaud en particulier, rejeter la faute au patronat, mais les électeurs attendent également des solutions concrètes. Est-ce que ça veut dire que tant que le patronat est en place, vous ne croyez plus en la démocratie actuelle, ou est-ce qu'il y a une solution ? Tant que le grand patronat a le pouvoir dans la société, non, on ne croit pas à la démocratie actuelle. Ça dépend ce qu'on appelle par démocratie, ce qu'on veut dire par démocratie. La démocratie dans le sens la possibilité de s'exprimer, la liberté d'expression. Bon, ça existe pour l'instant, ça va peut-être pas durer éternellement, mais pour l'instant, ça existe, en tout cas en France, pas partout. C'est une très bonne chose. Mais la démocratie au sens que ça donnerait le pouvoir au peuple, ça n'existe pas. Alors, maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire de concret, etc. Pas du tout. Ça veut dire que ce qu'on peut faire de concret, c'est se battre derrière des objectifs qui peuvent d'une part améliorer la situation du plus grand nombre et aller dans le sens d'une transformation de la société à plus long terme. Et c'est pour ça que, par exemple, dans cette élection, on défend un programme de lutte, des objectifs extrêmement concrets, qui sont le salaire minimum et toutes les pensions au-dessus de 1 800 €, l'interdiction des licenciements et l'embauche de tous les chômeurs, et des possibilités de contrôle des salariés sur la comptabilité des entreprises et sur leur fonctionnement, et le droit de dire à l'extérieur tout ce qui s'y passe, etc. Donc ça c'est concret. Ces choses concrètes, l'embauche de tous les chômeurs, un salaire minimum à 1 800 €, techniquement, ça ne pose pas de problème. Il y a du travail à faire dans la société. Donc, ce travail-là, on peut très bien le répartir entre tout le monde, plutôt que de mettre d'un côté surchargé de travail une partie des travailleurs et laisser au chômage les autres. C'est utopiste quand même comme vision. Pourquoi c'est utopiste de dire qu'on peut se répartir le travail ? On peut se répartir le travail, mais que ce soit si simple à appliquer... Ah, mais on ne dit pas que c'est simple à appliquer. On dit que techniquement, ça ne poserait pas de grands problèmes, surtout à l'époque où justement on a des moyens de communication, d'organisation extrêmement perfectionnés, ça ne poserait pas de problème. Payer des salaires à tout le monde et des salaires de 1 800 € au minimum, ça ne pose pas de problème, il y a de l'argent pour ça dans la société. La difficulté, elle est que ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas de ça. Et que donc si on veut leur arracher ça, il va falloir se battre. Et donc, nous, on propose ces mesures-là. Ce programme qu'on propose, c'est un programme de lutte. Ce n'est pas un programme où on dit aux gens votez, restez tranquillement chez vous, et nous, on va faire ceci, cela quand on sera élu. Quel que soit celui qui soit élu, c'est un programme de lutte contre la politique qui sera menée et contre le patronat. Et c'est des choses qui sont tout à fait, qui ne sont pas du tout plus utopiques que de penser que si on laisse le pouvoir au grand patronat, les choses vont aller mieux socialement. On va revenir à et juste, oui et non, et quand même, je rajoute aussi, comment on peut
quand on est jeune justement. Se dire, rester englué dans une société capitaliste ou dans une société où on voit que des millions de gens sont au chômage alors que d'autres sont surexploités, où on voit qu'il y a des ressources extraordinaires et qu'elles ne sont pas utilisées pour le bienfait de l'humanité. Et on se dit, changer ça, c'est utopique. Ça veut dire qu'on est obligé, on est contraint, comme si c'était une fatalité naturelle, de maintenir une société où les gens gagnent même pas 1 800 €, c'est-à-dire en France, n'ont même pas les moyens de vivre correctement au XXIe siècle. On ne peut pas, quand on connaît l'histoire de l'humanité, quand on connaît toutes les transformations qu'il y a eu, toutes les luttes qu'il y a eu, quand on sait que la monarchie absolue, on s'en est débarrassé, l'esclavage, on s'en est débarrassé, la situation des travailleurs au XIXe siècle, on s'en est débarrassé, tout ça par des luttes. On ne peut pas se dire, si on a un minimum d'ouverture d'esprit critique par rapport à la société dans laquelle on vit, on ne peut pas se dire que c'est utopique, dans le monde actuel, de permettre aux gens de vivre correctement. Justement, c'est la dernière question. Pourquoi les jeunes électeurs devraient voter pour Nathalie Arthaud à la présidentielle ? C'est dans quelques jours. Donc pourquoi ? Une phrase convaincante. Pourquoi la lutte ouvrière et pas un autre parti ? Alors nous, on n'est pas des politiciens démagogues à dire aux jeunes ou à qui que ce soit, votez pour nous parce qu'on va faire ceci ou cela. Nous, on s'adresse à l'intelligence, à la conscience des jeunes, à leurs sentiments humains. Et on leur dit, est-ce que c'est normal, est-ce que la société dans laquelle on vit, elle vous convient ? Les inégalités, le fait qu'il y ait des milliardaires qui nagent dans la richesse pendant toute leur vie, pendant que d'autres meurent dans la rue, c'est normal. Le fait que l'économie soit organisée uniquement pour générer du profit pour une petite minorité, quitte à saccager tout le reste, c'est vraiment la meilleure façon d'organiser l'économie. Ça fait honneur à l'humanité. Alors, s'il y a des jeunes qui sont contents avec ça, qui trouvent ça bien le capitalisme, et dont l'objectif c'est d'en profiter eux-mêmes et éventuellement de s'enrichir en exploitant la faiblesse des autres, c'est pas la peine qu'ils votent pour lutte ouvrière. Mais nous on s'adresse aux jeunes et on espère qu'ils sont nombreux, qui trouvent pas ça normal, les inégalités, les injustices, la loi du profit. Et on leur dit que c'est pas une fatalité, que c'est pas une fatalité naturelle, que c'est le fruit de toute une histoire, mais que l'histoire, elle n'est pas finie. Et qu'aujourd'hui, ce qui pose problème pour résoudre les problèmes graves qui se posent à nous, c'est la dictature d'une petite minorité de capitalistes du fait de leur propriété. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et aucun des autres candidats, de Mélenchon jusqu'à Le Pen, en passant par tous les autres, aucun ne veut s'attaquer au pouvoir du grand patronat, à leur propriété. Et donc, il se condamne, quel que soit celui qui sera élu, quel que soit le programme qu'il aura défendu avant l'élection. Il se condamne, une fois qu'il sera élu, à faire une politique qui soit acceptable par le grand patronat.